Nouakchott abrite une session de formation des imams et muezzins de mosquées sur la gestion des mosquées, la présentation des prêches et les techniques de communication. Des responsables gouvernementaux s'informent sur le déroulement de la campagne de vaccination anti-Covid et appellent à intensifier les efforts de sensibilisation. Le département de l'environnement et du développement durable organise un atelier d'information, de sensibilisation et de réhabilitation sur les emplois verts au profit des femmes et des jeunes. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Pour se prémunir contre la Covid-19, faites-vous vacciner et appliquez les mesures barrières. Nous ouvrons ce journal par le premier titre qui fait la une de l'actualité nationale. Il s'agit de la session de formation organisée au profit des imams dans le domaine de l'administration des mosquées, du prêche et des techniques de communication. La formation initiée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel vise, selon le ministre, à relever et améliorer la capacité des imams. Mohamed Khattab. Gestion de la mosquée, prêche et techniques de communication, tel est le thème d'un atelier organisé du 25 au 29 octobre courant par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel au profit d'un groupe d'imams. L'atelier qui se déroule dans les locaux de la Fondation des Oulémas mauritaniens a été supervisé par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daou Sidi Oulam Talib, lequel a souligné qu'il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des programmes du président de la République Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani visant la formation et l'encadrement des imams pour les doter de compétences de manière scientifique et réfléchie afin de contribuer à élever le niveau du message de la mosquée et à améliorer les performances des imams. D'où poursuit le ministre le recrutement de 800 imams et muezzins et cette formation sur le prêche et les techniques de communication. Les participants à l'atelier ont loué cette initiative, comme l'a affirmé le président de l'Union des imams mauritaniens, le cheikh Mohamed Lamine Ould Mouhoud, qui a remercié les dirigeants du pays pour l'attention qu'ils portent aux imams et aux prêcheurs, faisant remarquer que cette formation va sans nul doute permettre de renforcer les capacités des imams et améliorer leurs prestations. Pour sa part, le représentant du bureau des études sociales et pédagogiques en charge de l'atelier, M. le Mrabout Ahmed Ramdan, a précisé que la formation s'inscrit dans le cadre de l'investissement dans les ressources humaines qui sont, dit-il, la fortune réelle pour les nations désireuses de s'émanciper. Il est à noter que le département des Affaires islamiques et de l'enseignement originel prévoit la création d'un centre pour la formation continue des imams, prêcheurs, muezzins, devant dispenser des connaissances techniques et pratiques permettant à la mosquée de remplir pleinement sa mission. L'Union nationale des acteurs de l'enseignement privé a organisé ce matin son 5e congrès qui devra à terme aboutir au renouvellement de son bureau exécutif et à la révision plutôt de ses statuts. Les assises de ce congrès ont été supervisées par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif qui souligne l'importance que joue l'enseignement privé dans le renforcement du système éducatif du pays. Abdoul Adamaba. Ce 5e congrès ordinaire de l'Union nationale des promoteurs de l'enseignement privé est dédié au réaménagement du bureau exécutif et à la révision du statut de ces structures. Ce regroupement qui compte 431 écoles tient son congrès au moment où les concertations nationales pour la réforme du système éducatif ont été entamées. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mohamed Melaye Ould a mis en avant l'importance de cet événement au vu, dit-il, du rôle joué par l'enseignement privé dans le cadre du renforcement du système éducatif. Il a par ailleurs déclaré que l'objectif de ces concertations est de permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle dans le cadre de l'atteinte des objectifs fixés. L'enseignement privé est guidé par deux principes. Le principe d'enracinement et le principe de modernité. Enracinement dans nos valeurs musulmanes traditionnelles, ouverture vers le modernisme dans ce 22e siècle naissant. C'est pour cette raison, Dieu merci, que nous avons réalisé
des résultats fort élogieux au profit de l'école en général et de l'école privée en particulier. Ces résultats s'appellent équité, ils s'appellent proximité, ils s'appellent justice, ils s'appellent inclusivité dans toutes ces dimensions. À son tour, le secrétaire général du syndicat national pour la promotion de l'enseignement privé, Mohamed El Mokhtar Ould Mohamedou, a précisé que l'objectif de ces journées de concertation est de permettre au système éducatif de sortir de l'ornière. Il a en outre appelé tout un chacun à jouer sa partition. Nous allons à présent nous rendre dans la capitale du Gorgol, dans laquelle se trouvait ce matin le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. M. Sid Ahmed Ould Mohamed était venu constater le niveau d'avancement des chantiers du futur siège du Conseil régional et du lycée Nyerere Walo. Compte rendu d'Aminata Khan. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sid Ahmed Ould Mohamed, s'est rendu dans plusieurs localités de la wilaya du Gorgol. L'objectif étant de s'enquérir de visu de l'état d'avancement des chantiers en cours de construction. Au cours de la visite, le ministre a reçu d'amples explications sur la méthode de travail, la conception des bâtiments, le calendrier de réalisation, ainsi que la qualité des matériaux de construction utilisés. Il a également fait le tour de ces différents pavillons et donné de fermes instructions pour accélérer les travaux et honorer les délais impartis dans les cahiers des charges. À l'issue de la visite, Sid Ahmed Ould Mohamed a indiqué que cette visite lui a permis de suivre de près sur le terrain l'état d'avancement des travaux dans les différents chantiers mis en œuvre par le département. Il s'est dit satisfait de la célérité et de la qualité de la plupart des chantiers, notant toutefois quelques retards dans certains. Il s'est engagé à faire en sorte que le gouvernement résolve rapidement les problèmes posés et lève les obstacles ayant entraîné la lenteur de l'exécution de certains travaux. Le ministre a ajouté que ces projets augmenteraient la capacité d'absorption des établissements d'enseignement ainsi que le taux d'accès aux services de santé, en plus de la modernisation des installations administratives et de leur rapprochement des différentes communautés rurales nouvellement installés dans les regroupements, soulignant que ces acquis témoignent d'une nouvelle dynamique tendant à accélérer la mise en place des infrastructures conformément au programme électoral du président de la République. Au cours de ces visites, le ministre était accompagné par le wali du Gorgol, Ahmedna Ould Sidebwa, le hakam de Kahidi, le Batoul Mokhtar, le vice-président du conseil régional du Gorgol, Sid Ahmed El Mahjoub Ould Sidi Ibrahim et d'autres responsables de la wilaya. Nous allons à présent parler de la campagne de vaccination anti-Covid. L'occasion nous est donnée à travers la visite du commissariat aux droits de l'homme et des relations avec la société civile au centre de vaccination d'Elmina. Au niveau de Nouakchott-Nord, la commission technique chargée de la vaccination a tenu hier une réunion avec les acteurs de la société civile au niveau de la Muqata'a de Tayaret, à l'effet de les inciter à prendre une part active dans la campagne. Retour à Abdullah Damaba. Le centre de vaccination qui se situe au port autonome de Nouakchott a constitué la première étape de ce déplacement du commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Sur le lieu, il s'est engagé du déroulement de cette opération et a reçu des explications de la part des responsables de cette infrastructure portuaire. Ensuite, c'est au niveau de Tarkhir, relevant de la commune de Riyad, que le commissaire s'est rendu. Au sein du centre de santé de cette localité, il a reçu des explications sur le déroulement de cette opération afin d'atteindre les objectifs visés dans le cadre de cette campagne. À la fin de ce déplacement, il a remercié les acteurs de la société civile et les jeunes qui sont très actifs dans le cadre de la sensibilisation. Ce qui, dit-il, s'est manifesté par des visites de proximité qu'ils ont menées afin d'encourager les habitants à se faire vacciner. La vaccination se déroule bien et l'affluence est bonne, particulièrement aux premières heures de la matinée. En plus des équipes qui sont installées sur place au niveau de ce centre de santé, une équipe mobile a été mise en place pour permettre à ceux qui veulent leur dose à domicile de se faire vacciner et se prémunir.
Le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille planche sur la préparation d'une stratégie nationale quinquennale au profit des personnes handicapées. Ce matin, des experts ont entamé l'élaboration de cette stratégie pour la période 2022-2026, dont les initiateurs identifient les obstacles qui empêchent cette frange de la société de jouir de ses droits dans tous les domaines de la vie. Compte rendu de Mohamed Khattab. Plancher sur une stratégie nationale 2022-2026 pour les personnes handicapées qui puissent promouvoir leurs droits, tel est l'objectif d'un atelier organisé par le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille. Un atelier qui vise à faire un diagnostic de la situation des personnes handicapées pour promouvoir leurs droits, identifier les causes des défis qui empêchent leur participation pleine et active, mais aussi optimiser les différents efforts déjà consentis en leur faveur. Supervisant la cérémonie de lancement de cet atelier, la ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Naham Haroun Cheikh Sidiya, a précisé que l'absence d'une stratégie nationale pour la promotion des personnes handicapées demeure un obstacle devant l'optimisation des différents efforts qui ont été consentis. Et c'est pourquoi, dit-elle, le département s'attelle à élaborer et mettre en œuvre une stratégie spécifiquement orientée vers la prise en charge, la promotion et l'insertion de cette frange de la société. Dans son discours, la ministre a remercié tous les partenaires techniques et financiers pour leur soutien aux efforts visant à promouvoir les personnes handicapées et a également salué le rôle joué par les personnes vivant avec handicap afin de surmonter les contraintes de leur handicap, prouvant ainsi qu'elles sont aptes à s'impliquer dans la vie active et à assurer leur propre autonomisation. Les participants à cet atelier ont suivi un exposé sur la situation des personnes vivant avec handicap et ont débattu des causes des défis qui empêchent une pleine participation de cette frange de la société, avant de prendre note des recommandations en vue de la préparation de la stratégie nationale pour les personnes handicapées 2022-2026 que le département s'attelle à élaborer et à mettre en œuvre. Autre préoccupation du ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, assurer une meilleure protection aux enfants. L'outil du département pour réaliser cet objectif s'appelle le Centre de protection et d'intégration sociale de l'enfance, mais faut-il encore que son domaine d'intervention soit élargi? La question a fait l'objet ce matin d'un atelier de réflexion destiné à orienter le centre vers une meilleure participation au système de protection. Retour à Abdullah Damaba. Ces journées de réflexion visent à activer le système de protection, élargir son champ d'intervention et créer un large partenariat entre le centre et tous les acteurs et intervenants nationaux et internationaux dans le domaine de la protection de l'enfance, en coopération entre le secteur du travail social, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation internationale pour les migrations. L'occasion pour la ministre de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Naham Haroun Cheikh Sidiya, de souligner que l'attention aux couches vulnérables de la société occupe une place prépondérante dans le programme de réforme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, qui s'incarne à travers les plans et stratégies de développement élaborés et mis en œuvre par le gouvernement. Il a indiqué que ces journées consultatives permettront de réfléchir sur l'orientation du centre vers un système de protection qui garantit les droits et le bien-être de l'enfant. À son tour, la responsable du Centre pour la protection et l'intégration sociale des enfants, Mme Mariam Bebe, a indiqué que l'organisation de ces journées de réflexion incarne le grand intérêt pour les couches vulnérables de la société, notamment celles liées à l'enfance. L'UNICEF, partenaire dans l'organisation de ces journées de réflexion, estime que l'ensemble des dispositifs de protection de l'enfance ont besoin d'être renforcés. UNICEF et l'ensemble des partenaires techniques et financiers ici présents, je crois que je peux parler à vos noms, nous sommes engagés aux côtés du ministère pour la protection, et la prévention et la réponse aux problématiques de protection des enfants. Nous sommes aussi engagés auprès du CEPIS pour que les recommandations qui sortiront de ces journées de réflexion puissent trouver une concrétisation et contribuer vraiment à l'atteinte aussi des objectifs du millénaire pour le développement. Pour l'Organisation internationale pour les migrations, cet atelier est le fruit de plusieurs semaines de travail entre les différents partenaires
afin de conjuguer leurs efforts pour développer une stratégie globale d'intégration de tous les enfants migrants en Mauritanie. On a tous travaillé ensemble pour mettre en place cette stratégie, pour développer cette stratégie et pour aller vers une stratégie qui nous permette d'inclure tous les enfants et sans faire de distinction par rapport à les statuts des enfants migrants, des enfants mauritaniens, des enfants réfugiés, tous les enfants qui se trouvent sur le sol mauritanien. On a vu cette première fruit de ce travail ensemble avec l'ouverture de la cellule de prise en charge des enfants migrants qui a eu lieu, si je me rappelle bien, en mars. Ouais. On a déjà eu l'occasion de placer des enfants migrants. C'est une excellente nouvelle, qui ont été accueillis par les épices d'Elmina et qui ont été accueillis excellemment. Donc on célèbre cette possibilité aussi dans les épices de Nouadhibou. Il y a eu ce travail. Il faut rappeler que ce travail est très important parce que la Mauritanie est un pays de destination et de transit des enfants migrants de la région. Pour rappel, la Mauritanie représente un point de transit pour de nombreux migrants dans la région. Et la cellule qui a été mise en place pour les migrants fin mars dernier, en coopération avec le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, lui permettra de s'occuper pleinement de ses enfants. Promouvoir les métiers qui contribuent à la protection de l'environnement, c'est l'objectif auquel s'attelle présentement le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il a organisé aujourd'hui un atelier visant à sensibiliser les femmes et les jeunes sur l'importance des opportunités d'emploi créées par l'économie verte dans divers secteurs du développement, compte tenu de sa capacité à réduire les impacts environnementaux. Un compte rendu d'Aminata Khan. L'objectif de cette présente rencontre est de sensibiliser les femmes et les jeunes sur l'importance des opportunités d'emploi créées par l'économie verte dans divers secteurs de développement et sa capacité à réduire les impacts négatifs des changements climatiques. Dans un discours prononcé pour la circonstance, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mariam Itzbekay, a souligné que la seule façon de passer à des modèles de développement durable global et respectueux de l'environnement consiste principalement à se concentrer sur le renforcement des capacités d'endurance et d'adaptation aux chocs tels que les effets du changement climatique et la pandémie de la COVID-19. Indiquant que l'objectif de cet atelier est d'améliorer les connaissances sur les emplois verts et les métiers de l'environnement et d'identifier les mesures nécessaires pour soutenir l'économie verte dans un contexte caractérisé par le défi climatique, la dégradation de l'environnement et le chômage des jeunes. Il vise aussi, a-t-il dit, à sensibiliser les participants, en particulier les jeunes, sur les opportunités d'emploi disponibles dans le domaine de l'environnement ainsi que sur l'expérience requise et la formation nécessaire. Lui succédant, le représentant des Nations Unies a apprécié l'organisation de cette rencontre qui constitue selon lui une occasion de découvrir les opportunités offertes par la filière économie verte. Il est à noter qu'une exposition sur les emplois verts, mais également sur plusieurs organisations qui s'activent dans le domaine de l'environnement et du développement durable est organisée 3 jours durant au niveau du Palais des Congrès de Nouakchott. Quel lien entre le crime organisé et le terrorisme? C'est autour de cette problématique que le ministère de la Justice a organisé ce matin une formation de 5 jours au profit des magistrats et des éléments de la sûreté et de l'armée. L'objectif étant de mieux les outiller pour faire face aux dangers liés à ces deux phénomènes. Bokar Bailaba. Cet atelier de 5 jours vise à former les juges et les agents de sécurité de divers corps de l'armée sur l'identification des liens entre terrorisme et crimes transfrontaliers organisés et permettre aux agences nationales de sécurité de faire face aux divers risques et menaces posés par ces deux phénomènes. Et à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed El Ahmed Aïda, a indiqué que la Mauritanie s'était engagée très tôt dans la lutte internationale contre le terrorisme et avait pris de nouvelles mesures pour lutter contre le phénomène à travers plusieurs approches, dont la plus importante est l'élaboration d'un système juridique conforme aux conventions internationales. À cela s'ajoute la mise en place de pôles dans le système judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et l'élaboration d'une stratégie prenant en compte l'état de droit et le respect des droits et libertés. Pour l'Office des Nations Unies de lutte contre la drogue et le crime du Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, les acteurs de lutte contre ces phénomènes doivent être dotés de moyens adaptés pour obtenir des résultats probants.
Nous savons maintenant qu'il existe des liens complexes et variables entre les groupes terroristes et les organisations criminelles organisées dans la région. Leurs activités sont complémentaires et lorsqu'une relation s'établit, elle permet de renforcer mutuellement chacun des groupes. Cela affecte particulièrement la stabilité et la sécurité des États touchés. La lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier exige aussi des outils adaptés au profit des services sécuritaires et judiciaires. UNICRI intègre les bonnes pratiques des liens dans les programmes et les projets de nos mandats. Cela inclut des conseils pratiques sur le terrain, des outils techniques et des programmes relatifs au partage d'informations, au renforcement de la sécurité des frontières, à la croix de la sûreté et de la sécurité des événements majeurs et des cibles vulnérables, à la réhabilitation et réintégration des détenus extrémistes violents et à la responsabilisation des communautés locales afin de développer leur résilience face à la criminalité transnationale organisée et au terrorisme. De son côté, l'Allemagne réitère son soutien à la Mauritanie dans ses approches de lutte contre les phénomènes de crime organisé et le terrorisme. La lutte contre la criminalité organisée fait partie intégrante de l'approche allemande de la prévention des crises et de la stabilité ou stabilisation. Nous considérons indispensable de s'attaquer aux causes profondes du crime organisé et de contenir ses répercussions. À cette fin, nous soutenons le renforcement des capacités des forces de sécurité combattant le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. Une coopération fructueuse nous aidera à mettre en œuvre les politiques et outils efficaces et à poursuivre l'objectif commun de paix et de développement dans la région. Nos intérêts communs comprennent également la sécurité, la lutte contre la criminalité et le terrorisme sous toutes ses formes, le renforcement de la démocratie et de l'état de droit, en respectant les valeurs universelles et les droits humains. Nos travaux pendant les 5 jours qui suivent porteront sur ces aspects importants. Je vous souhaite un atelier fructueux, de bons échanges d'expériences et des résultats utiles pour votre travail en Mauritanie. Pour rappel, l'Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice, UNICRI, est chargé de soutenir les gouvernements dans la planification stratégique, la formulation et la mise en œuvre de meilleures politiques dans le domaine de la prévention du crime, la justice pénale et de la gouvernance de la sécurité. Ce 24 octobre était la journée des Nations Unies. Sa commémoration a été célébrée au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'extérieur. Une première, a affirmé le secrétaire général du département commémoration, pour qui cela reflète l'intérêt que notre pays accorde à l'action diplomatique. Compte rendu de Najia Jakani. La Journée des Nations Unies est une journée internationale célébrée tous les 24 octobre et marque l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. Cette journée a pour objectif de faire connaître les buts et les réalisations de l'ONU au peuple du monde et à gagner leur appui à l'œuvre de l'ONU. À cette occasion, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens à l'extérieur, Ahmed Sid Ahmed Lidja, a indiqué que la commémoration pour la première fois de la Journée des Nations Unies au ministère des Affaires étrangères traduit l'importance que le secteur accorde au travail diplomatique, et ce, en conformité avec la vision du président de la République qui a exprimé lors de son premier discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies l'engagement de la Mauritanie à la réalisation des objectifs du développement durable. Il a précisé que la commémoration annuelle de cette journée constitue désormais un rituel prioritaire pour l'Académie. Un rituel qui sera marqué par plusieurs activités commémoratives. L'occasion pour le coordinateur résident du système des Nations Unies d'indiquer: Vous me permettez de vous livrer le message du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, à l'occasion de la Journée des Nations Unies. Je cite: Il y a 67 ans était fondée l'Organisation des Nations Unies, porteuse d'espoir pour un monde tout juste sorti des ténèbres d'un conflit catastrophique. Aujourd'hui, les femmes et les hommes qui composent l'Organisation des Nations Unies
font vivre cet espoir partout sur la planète. En marge de la cérémonie, les participants ont suivi l'inauguration d'une exposition de photos organisée par le Programme alimentaire mondial et consacrée à la célébration de la journée. Le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs travaille au renforcement des capacités de son personnel chargé de l'inspection interne. Ce lundi, il a organisé le 2e atelier du genre axé sur les outils d'inspection et de contrôle des travaux et sur les mesures procédurales et réglementaires les plus importantes appliquées à cet effet en Mauritanie. Le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Mohamed Mustafa Al-Abdi Oulejid, a expliqué plutôt dans un mot pour la circonstance que cet atelier de formation s'inscrit dans le plan de travail de l'inspection interne, prévoyant une série d'activités ambitieuses visant à améliorer les capacités du personnel en charge des missions de contrôle et d'inspection. Une autre formation, cette fois sur l'éclairage public urbain dans les quartiers situés en périphérie de la ville. Elle est organisée par la région de Nouakchott en coopération avec le projet qui l'appuie dans le domaine du développement durable. L'atelier vise à étudier et discuter de l'accès des quartiers situés en périphérie de la ville au service d'éclairage public afin d'améliorer les conditions de vie de ses habitants. La présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatima Toumet Abdelmalek, a souligné le souci de la région d'accorder plus de soins et d'attention aux zones fragiles conformément à sa vision visant à établir un développement urbain durable et équitable. Elle a ajouté que l'autorité aura également à cœur dans ce projet de rompre l'isolement des quartiers isolés de la ville en fournissant des lignes de transport en coopération avec les acteurs locaux et les partenaires au développement pour fournir des sources d'énergie domestique propres et indépendantes qui permettent aux familles de subvenir à leurs besoins de manière durable. Nous allons à présent prendre la température de la participation de notre Expo Dubaï 2020. Le pavillon mauritanien ne désemplit pas de visiteurs qui sortent émerveillés par les articles d'art exposés et les informations reçues sur les énormes potentialités qu'offre notre pays aux investisseurs dans divers secteurs de l'économie. Compte rendu de Mamadou Gaye. La participation de la Mauritanie à l'Expo universelle de Dubaï vise à promouvoir et à commercialiser les produits mauritaniens à travers un espace d'expo d'œuvres d'art pour promouvoir efficacement notre histoire, notre art et notre culture. Les stands permettront aux visiteurs de découvrir les opportunités d'investissement dont regorge la Mauritanie, notamment dans le secteur minier, touristique, des pêches dans l'agro-pastoral, domaine dans lequel la Mauritanie souhaite un développement à même d'assurer l'autosuffisance alimentaire conformément à la vision des autorités de l'État. Il faut savoir qu'ici, nous sommes ouverts tous les jours, de 10h du matin jusqu'à 22h le soir, pour en fait trouver une solution pour permettre à nos visiteurs, que ce soit des visiteurs touristiques ou des visiteurs investisseurs, de venir dans notre pavillon et de voir aussi le potentiel que nous avons en Mauritanie. Nous avons un manque dans l'agriculture, nous avons un manque dans le transport et surtout dans le transport aérien. Nous avons aussi un manque dans les infrastructures et nous devons mettre tous nos moyens pour essayer d'avancer dans le bon sens. Comment nous allons faire ça? Nous devons mettre en place une stratégie, une vision à court terme. Et c'est très important. Il est temps que la Mauritanie ait sa propre agriculture et ses propres fruits et légumes dans lesquels tous nos citoyens auront accès facilement. Il est très important de trouver des partenariats avec des très grandes compagnies aériennes pour développer notre compagnie aérienne parce que le transport, c'est une base qui est très importante pour avancer le pays. Il est très important d'avoir des infrastructures réelles et dures et durables pour aussi avancer dans le bon sens. C'est notre objectif. L'objectif de la Mauritanie, c'est d'avancer, d'avoir une vision. Chaque pays a une vision. Connecter les esprits, construire l'avenir, c'est le thème de l'Expo universelle de Dubaï 2020, qui regroupe 192 pays et attend 25 millions de visiteurs.
Un mot à présent sur la pandémie de la Covid-19. Ces dernières 24 heures, les services du ministère de la Santé ont enregistré 34 nouvelles contaminations et 33 rémissions sans mention de décès. Maintenant, je vous invite à suivre le point de presse hebdomadaire du ministère de la Santé dans lequel il présente le bilan de la semaine écoulée relatif au nombre de contaminations, de guérisons et de décès. Durant la dernière semaine, 278 cas positifs ont été enregistrés, 224 guérisons et 4 décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 36 989. Le cumul de guérisons est de 35 703 et le cumul de décès est de 792. Nous avons aujourd'hui 494 cas actifs, dont 477 asymptomatiques, 6 avec situation simple et 11 avec situation grave. La répartition de nouveaux cas positifs par région, 49 en Adrar, 47 à Houd al-Gharbi, 45 en Asaba, 29 cas ont été enregistrés durant la dernière semaine dans la wilaya de Taga, 19 à Tirzamour, 17 à Nouakchott-Ouest, 15 à Inchiri, 14 à Nouadhibou, 9 à Nouakchott-Sud, 8 à Houd Sharqi, 7 à Nouakchott-Nord, 7 au Gorgol, 6 au Trarza, 5 au Guidimaka et un nouveau cas a été enregistré durant la dernière semaine dans la wilaya de Brakna. Les tests réalisés durant la dernière semaine sont au nombre de 10 416, dont 7 596 TDR et 2818 PCR. Pour la situation de la vaccination, la dernière semaine, nous avons enregistré la vaccination de 15 131 personnes dans la région de wilaya de Houd Sharqi, 18 403 dans la wilaya de Houd al-Gharbi, 10 097 en Asaba, 12 562 au Gorgol, 4 444 au Brakna, 3 097 au Trarza, 743 en Nadrar, 3 903 en Nouadhibou, 6 787 au Taga, 7 276 au Guidimaka, 3 227 à Tirzamour, 130 en Inchiri, 8 494 en Nouakchott Nord, 6 585 en Nouakchott Sud et 6 011 en Nouakchott Ouest. Ce qui porte le cumul des personnes qui ont reçu au moins une dose depuis le début de la vaccination à 873 151 et le cumul des personnes qui ont complété leur vaccination à 609 041. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Nouakchott abrite une session de formation des imams et muezzins de mosquées sur la gestion des mosquées, la présentation des prêches et les techniques de communication. Des responsables gouvernementaux s'informent sur le déroulement de la campagne de vaccination anti-Covid et appellent à intensifier les efforts de sensibilisation. Le département de l'environnement et du développement durable organise un atelier d'information, de sensibilisation et de réhabilitation sur les emplois verts au profit des femmes et des jeunes. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite au programme sur le Mauritania.